Depuis le début du mois de mai 2023, les bénévoles de l'Amschot, l'association des Amis des Châteaux de Trotte, ainsi que les différents intervenants concernés par le chantier du palais 1400 du château du Lutzelbourg, s'affairent aux différents niveaux de l'échafaudage installé pour l'opération. Les travaux vont bon train et nous retrouvons Patrick Verling, président de l'Amschot, qui va nous donner quelques détails sur les travaux réalisés. 5 mois se sont déroulés depuis le début du chantier sur le palais 1400 du château de Lutzelbourg que vous avez derrière moi, et je vais vous présenter les différentes actions qui ont été menées sur le chantier. Voilà, on est devant l'entrée du chantier. On a remplacé la porte médiévale par une porte métallique pour la sécurité. Et d'ailleurs, le chantier est interdit au public et le port du casque est obligatoire. Vous voyez l'échafaudage qui est là sur 7 niveaux, et c'est à partir de cet échafaudage que les travaux se sont déroulés depuis 5 mois avec des interventions successives des archéologues. Archéologie Alsace est intervenue pour faire le bilan du bâtiment avant le démarrage des maçons. Ensuite, ce sont les débroussailleurs, je puis dire, qui sont arrivés pour nettoyer l'intégralité du bâti. Et ensuite, ce sont les maçons qui ont commencé leur travail pour colmater les brèches, pour préparer les baies très endommagées. Et à présent, au stade où nous en sommes, ce sont les tailleurs de pierre qui sont en train de finir la préparation des pierres qui vont venir remplacer les pierres abîmées, et c'est précisément ce qu'on va voir ensemble. Là, nous avons l'exemple d'une porte sur laquelle nous avons un jambage qui est en place, et c'est à partir de là que le tailleur de pierre a pu refaire le pendant de la pierre qui se trouve ici, qui a une forme particulière. Nous avons une espèce de feuillure et cette partie qui part de biais. On retrouve exactement les caractéristiques sur cette pierre neuve qui va donc être placée en face de ce côté-ci pour reconstituer le jambage droit qui est manquant. Montons au deuxième étage. Il est très probable que l'ensemble de la façade était enduite, c'est-à-dire recouverte d'une sorte de crépi. Et ici, nous en avons un vestige, c'est un solin, c'est-à-dire que c'est la jonction entre un toit qui se trouvait comme ceci et la muraille elle-même. Et sachant que c'est un des rares éléments qui nous subsistent de cet enduit, il a été protégé, il va être conservé le mieux possible pour expliquer la finition du bâtiment. Sur les façades, Archéologie Alsace, qui a fait l'analyse pendant une dizaine de jours, a mis en valeur des trous qui se trouvent dans les façades qui correspondent aux boulins. Donc c'était des poutres qui étaient insérées dans les murs de manière à supporter les bâtisseurs au fur et à mesure de la construction du bâtiment. Alors on en a un ici, on les a soigneusement conservés pour une meilleure analyse du bâti. On en trouve un autre à la même hauteur par ici. Et alors, chose très émouvante, en faisant cette analyse, on a découvert le reste d'un boulin qui, lui, la partie en bois est toujours en place. C'est une pièce qui traverse intégralement le mur et qui date du XVe siècle. Ces joints sont réalisés en plusieurs passes. Lorsqu'ils sont très creux, on se sert d'une poche à douille pour insérer de la maçonnerie bien en profondeur. Et ensuite, une deuxième passe permet de combler les interstices, mais en restant creux, c'est-à-dire que les pierres
les pierres sont toujours dépassantes et les joints légèrement en retrait. Et pour finir, tous les joints sont brossés à la brosse métallique pour donner un aspect qui est très proche des joints qui étaient en place, ici en particulier. Et donc on retrouve une similitude d'aspect qui est l'objet recherché. Nous allons voir maintenant des fenêtres qui ont été particulièrement soignées. Alors ici, on a un linteau qui était brisé en 4 parties. Tous les éléments qui étaient en place au moment du démarrage du chantier ont été conservés. C'est le cas de ce bout de linteau. On voit qu'il est particulièrement endommagé. Eh bien, c'est une pierre neuve qui est venue le compléter. Les deux ont été goujonnés et collés. Et le tailleur de pierre a réalisé un travail remarquable pour faire une transition entre cette pierre très abîmée et la pierre neuve qui est accolée. Pour le reste, nous avons le jambage gauche qui était encore une fois en place. On voit ici les emplacements des gonds des volets qui garnissaient toutes ces fenêtres. Et on voit même la fixation au plomb qui subsiste encore ici. Et le meneau et le jambage droit ont été remplacés, ainsi que l'appui qui se trouve au bas de cette fenêtre. Nous arrivons au sommet du bâtiment. Nous sommes à peu près à 13 mètres du sol. Et nous allons pouvoir admirer les frises lombardes, dont 10 étaient en place. Et nous avons eu la chance de pouvoir en ajouter 4 supplémentaires avec les éléments trouvés au pied du bâtiment. La vue que nous avons d'ici est assez extraordinaire. D'imaginer que les occupants de ce palais voyaient ce que nous voyons aujourd'hui. Évidemment, les villages étaient moins développés, mais ils avaient une vue absolument précise sur la plaine. Là, nous sommes au niveau de la rase du palais, c'est-à-dire le sommet des 2 murailles, la muraille ouest et la muraille sud. Et c'est après avoir retiré la végétation qu'on a découvert ce cheminement qui se trouvait juste immédiatement à l'arrière d'un petit muret qui était probablement surmonté de merlons et de créneaux. Et avec ce cheminement également, le chenot qui permet d'écouler l'eau de pluie, puisqu'il faut se souvenir qu'à l'époque, au XVe siècle, l'eau était un bien extrêmement précieux et qu'on conservait l'eau dans des citernes telles que nous en avons une juste en contrebas. Il faut imaginer ici un toit à double pan ou à 4 pans. Les avis sont partagés et donc avec un toit qui déversait son eau de pluie à ce niveau pour que l'eau puisse être récupérée. Ici, nous avons les fameuses frises lombardes, dont les 10 qui se trouvent par là-bas étaient en place. Elles ont tout simplement été consolidées, c'est-à-dire il y a eu un peu de maçonnerie qui a été réalisée au-dessus pour assurer qu'elles ne tombent pas. Et les 4 dernières ont été rajoutées. Elles ont été rajoutées. Nous avions trouvé une frise, un élément de frise au sol il y a 2 ans déjà, et elle a été remise en place. Et les 3 autres ont été reconstituées à partir d'éléments que nous avions trouvés aussi, mais qui ne permettaient pas de faire une frise complète. Et donc c'est une fois encore les tailleurs de pierre qui ont réalisé la partie manquante. L'ensemble a été goujonné de manière à pouvoir mettre en place 4 frises supplémentaires. Ici, nous sommes sur la sapine qui est la partie de l'échafaudage qui se trouve à l'extérieur du chantier. Vous voyez derrière moi l'ouverture par laquelle l'intégralité de l'échafaudage et de tous les matériaux a dû passer. Et nous avons là les pierres neuves qui arrivent telles qu'elles sont livrées par la carrière de grès. Donc des pierres qui ont été hissées sur cette plateforme et qui sont à l'état brut.
telles quelles elles vont être travaillées par le tailleur de pierre qui va, selon le cas, tracer une feuillure, travailler la surface de la pierre pour la rendre moins neuve, si on peut dire, et pour qu'elle puisse s'intégrer parfaitement dans le bâti. Alors là, nous sommes à 10 mètres du sol, 10 mètres au-dessus du chemin forestier par lequel transitent tous les éléments, tous les pierres, les matériaux. Le mortier est préparé en dessous et hissé à l'aide d'un treuil à ce niveau. C'est également à cet endroit que le tailleur de pierre procède à la préparation de certaines pièces qui seront ensuite mises en place sur le monument. D'autres pièces seront acheminées et hissées directement sur le site d'implantation avant d'y être taillées. Patrick Verling vient de nous quitter un instant pour accueillir Laetitia Basso, architecte du patrimoine, qui va nous informer maintenant sur certains aspects du chantier et en particulier les enjeux d'une telle opération d'un point de vue archéologique et architectural. Nous sommes ici sur le sommet et les arases du Lutzelbourg qui est actuellement en chantier depuis le mois de juin. On a ici une grosse intervention avec une entreprise et je fais le suivi de chantier en tant qu'architecte du patrimoine. C'est l'association des Amshot qui organise ces travaux et qui fait aussi beaucoup de travaux d'entretien sur les deux châteaux. Mais sur des travaux comme ça qui sont très en hauteur et très importants, il y a donc une entreprise qui a été mandatée et un architecte. Et donc il y a eu tout un projet en amont avec un dessin, un relevé, une autorisation de travaux qui a été déposée. Et depuis le mois de juin, on est donc dans le concret, l'entreprise est sur place, les échafaudages ont été montés. Et donc toutes les semaines, je viens sur site et on fait le tour avec Patrick Verling est président de l'association et Régis Furlani, le chef de chantier de Chanzy-Pardou. Et donc on suit les travaux. On a aussi fait des découvertes ici avec les frises lombardes qu'on a pu compléter avec des pièces anciennes et des greffes. On a découvert aussi là derrière un chemin de courtine avec un chéneau qui n'était absolument pas connu sur le château. En partie basse, il y a plusieurs baies qui étaient très altérées, on a pu déposer des éléments de pierre qui ont été conservés, consolidés et remis en place à l'aide de goujons. On fait des injections, des solinages et on a une baie qui était complètement disparue mais dont on sait qu'elle était identique aux autres qu'on a restituée à l'identique avec des pierres neuves. Donc ça donne un chantier assez pédagogique puisqu'on a des éléments de fenêtres complètement neufs, des éléments mélangeant des pierres neuves et des pierres anciennes et des encadrements où il n'y a que des pierres anciennes qui ont été restaurées. Sur toutes les pierres neuves qui vont être posées sur ce chantier et qui ont déjà été posées sur ce chantier, il y aura une marque de tâcheron. Une marque de tâcheron, c'est un petit dessin qui symbolisera l'année 2023, c'est-à-dire l'année des travaux et cette période de travaux, pour que les futurs archéologues ou architectes qui viendront travailler sur ce château puissent se rendre compte que ces pierres-là ne sont pas d'origine. Il y a également des archéologues qui sont intervenus en amont des travaux, juste après la dévégétalisation et qui se sont aperçus qu'il y avait des trous d'ancrage, des traces d'ancrage de poutres du bâtiment qui partaient dans l'autre sens, qui a été découvert lors des sondages archéologiques. Et donc ces éléments-là ont été mis en valeur on les a bouchés tout de même parce que c'est un point de fragilité du bâtiment d'un point de vue structurel. La maçonnerie qui est située au-dessus peut s'effondrer, mais par contre on les a bouchés avec des briques posées sur champ, afin qu'ils soient bien repérés et compréhensibles par les visiteurs. On a également soliné et préservé des enduits qui sont en partie basse et aussi au niveau de ce bâtiment qui était appuyé à la façade sud, on a consolidé des enduits pour qu'ils restent le plus longtemps possible. Le but d'un chantier comme ça, c'est de pérenniser le site, de le stabiliser, de faire en sorte qu'il dure encore le plus longtemps possible sans s'amuser à le reconstruire. Ce n'est absolument pas le but des travaux. C'est vraiment préserver le château dans son état actuel pour le futur.